Vois-tu ça là-bas, mon garçon? C'est Salzbourg, c'est en Autriche. Puis j'ai dit ce qui me passait par la tête, comme par exemple... Mais c'est votre patrie, monsieur Hitler. Oui, je suis né à Braunau, sur l'Inn, en Autriche. Et ce sont aussi des Allemands. Et un jour, les Autrichiens feront partie de notre Reich. 1938 est encore si loin. Ce natif d'Autriche retourne dans son pays pour l'intégrer au Reich. Und will dabei auch in alle Zukunft nur ein Gebot kennen, das mich verpflichtet hat, seit ich als Junge denken wurde. Deutschland! C'est un perdant qui avait quitté la vieille école de Fischarm. C'est un conquérant qui y revient. Un jeune homme du quartier de Linn, issu du milieu nationaliste. Il se sent autrichien, bien sûr, mais il a déjà un penchant pour l'Allemagne. Et pourtant, il a eu une enfance comme celle de tous les autres enfants. Ses 3 frères et sœurs aînés meurent très tôt. Clara Hitler en idolâtrera d'autant plus son 4e enfant, ce qui ne sera pas sans conséquences fâcheuses. Hitler reconnaissait qu'il était un garçon très polisson et quand il faisait des bêtises, son père lui donnait une correction. Il aimait énormément lire les histoires de Karl May et appréciait tout particulièrement le héros indien Winnetou. Chaque fois qu'il recevait une raclée, il hurlait pour que sa mère accourt. Il a raconté qu'ensuite, il se contentait de compter les coups. 1, 2, 3, 4, 5 coups, chaque fois qu'il était rossé, parce qu'il était absorbé par la lecture de Winnetou. Son père, qui ne l'entendait plus hurler, a eu peur, parce qu'il croyait que le pauvre gamin était alors devenu fou. Le pauvre gamin est obstiné. Il rêve de devenir artiste. Jamais, lui rétorque son père. Jamais aussi longtemps que je vivrai. Hitler se renferme, il se fige. Alois Hitler a dit son dernier mot. Assis sur cette banquette à l'heure de l'apéritif, Hitler se sent blessé au plus profond de lui-même. Rien n'a davantage marqué le caractère du jeune Hitler que ces tiraillements entre sa mère et son père, entre l'indulgence de celle-ci et la sévérité de celui-là, entre la proximité d'un côté et la distance de l'autre. Hitler n'obtient pas le certificat de fin d'études. Libéré de l'emprise de son père, il se donne des airs de jeune homme et se met à flâner. Sa première scène, les rues de Linz. Un aventurier qui dessine et qui se passionne pour les opéras de Wagner. Il rêve de connaître la gloire. Sa mère est atteinte d'un cancer. Hitler veut mettre de l'ordre dans sa vie. Il part à Vienne pour étudier à l'Académie des Beaux-Arts. Il passe avec succès la première sélection, mais lors de la seconde, son nom est accompagné de la mention « insuffisant en peinture ». Hitler est profondément blessé dans son amour-propre. Pour l'heure, ses rêves de gloire s'évanouissent. Il part à la dérive, se met à traîner. Dans la capitale de l'État cosmopolite, beaucoup ressentent la présence des étrangers, et en particulier des Juifs, comme un danger. L'antisémitisme d'Hitler est encore vague et sourd, il n'est pas encore fanatique. Ce qui fait de lui un artiste, c'est son impérieux désir de se mettre en valeur. Il ne tolère aucune contradiction. Son ami d'enfance n'a plus qu'à écouter. Hitler était bien comme ça. Un homme d'une nature effrayante, dominatrice. Mon père a souvent raconté qu'à l'époque où ils étaient ensemble à Vienne, Hitler lui exposait des théories pendant des heures et des heures, et qu'il tenait des discours politiques, alors que mon père s'était déjà endormi. Et il ne tolérait pas que l'on ait une opinion différente de la sienne. En 1907, Hitler est rappelé à Linz. Sa mère est à l'article de la mort. Peu avant Noël, elle perd son combat contre le cancer. Le médecin juif se souviendra plus tard n'avoir jamais vu un fils à ce point dévoré par la douleur de la perte de sa mère. Hitler se porte de nouveau candidat à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne.
Et de nouveau, il essuie un échec. Il s'ensuit alors une période où Hitler touchera le fond. Au bout de quelques années, il atterrit ici, dans ce foyer de sans-logis à Vienne. Le malheur poursuit toute la famille. Il tente de défier la réalité. Ce n'est pas lui qui a échoué, c'est l'Académie qui n'a pas reconnu son génie. Der Führer auf dem Balkon seines Hotels. Plus tard, quand les Viennois l'acclameront, ce sera une grande satisfaction pour cet ancien vagabond. Car il a fui Vienne pour échapper à l'humiliation, au service militaire, à cet état cosmopolite qu'il haïssait tant. Il fuit vers le Reich de ses rêves, vers Munich. Déjà à Vienne, il avait réussi à diffuser ses reproductions de cartes postales et de peintures. C'est ce qu'il tente également ici. Il peint la ville ou la nature de manière très fidèle, mais sans âme. Ses œuvres sont comme lui, pétrifiées. Ce singulier personnage n'aime pas la compagnie des hommes. La guerre sera son exutoire. La foule en liesse rassemblée à Munich voit dans la perspective d'une guerre la solution au mal d'être de ce début de siècle. Parmi tous ces gens, il en est un qui trouve de nouveau un sens à sa vie, Adolf Hitler. Il a tout de suite manifesté une très grande excitation, tant il était heureux de pouvoir faire son service militaire. Comme mon père le disait, c'était déjà très bizarre qu'il veuille absolument aller à la guerre, et précisément en Allemagne. C'était déjà quelque chose de très étrange. Le 16e régiment d'infanterie de réserve de Bavière prête serment devant le roi Louis. L'un de ses soldats est Hitler. Il a fui le service militaire en Autriche, mais pour défendre l'Allemagne, cet Autrichien veut aller au front. Enfin, il est au cœur de la guerre. Une guerre meurtrière comme jamais le monde n'en a connu. Le régiment est envoyé sur le front ouest. Bientôt les attaques vont se succéder, alors que les soldats s'enlisent dans une guerre de position. Hitler passe pour un soldat courageux. Il sera décoré de la Croix de Fer. Pourtant, pendant ces 4 années de guerre, cette estafette qu'était Hitler ne parvient qu'à être un caporal. Son régiment lui tient lieu de famille. Mais il est différent de ses camarades. C'est un original qui refuse l'alcool et le tabac et qui évite les femmes et les bordels. Il a pour seul ami Foxel, un déserteur anglais. Après 3 ans de guerre, c'est le désespoir qui domine. Les hommes sont épuisés. À l'ouest, rien de nouveau. Voilà qu'à l'est s'ouvre la perspective d'un armistice. Le Reich allemand impose sa paix aux Russes. Cela marque la fin de la guerre des 2 fronts. On va jouer de nouveau le tout pour le tout. Attaque à l'ouest, c'est la dernière grande offensive. Printemps 1918. Les soldats allemands croient encore à la victoire et ont encore quelques illusions. Et le caporal Hitler fait partie de ceux-là. Mais une attaque au gaz lancée par les Alliés le frappe de plein fouet. Il perd temporairement la vue. À l'hôpital militaire de Paswalk, il apprend la défaite de l'Allemagne. Tout un monde s'effondre. Et c'est à cette période-là que s'opère également un tournant dans la vie d'Hitler. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918.
À la suite de la défaite, une révolution éclate en Allemagne. Des combats de rue éclatent dans tout le Reich. L'anarchie s'installe même en Bavière. En février 1919, le président socialiste Kurt Eisner est abattu en pleine rue. La population lui rend un dernier hommage. Entre-temps, Hitler a rejoint son régiment à Munich. C'est son seul havre, sa seule maison. Il est menacé d'une mise à pied. Il craint de devoir retourner au foyer des sans-logis. Tel un chien errant, se souviendra plus tard un camarade de régiment, Hitler semblait à la recherche d'un nouveau maître. Dans le cortège qui accompagne le socialiste juif Eisner, il y a aussi une délégation du régiment d'Hitler, portant un brassard rouge et un crêpe de deuil. Le film montre clairement que dans les rangs se trouve un caporal, c'est Adolf Hitler. Malgré son parcours personnel, il porte le bandeau rouge des conseils du peuple et flirte avec le Parti social-démocrate. C'est un suiveur, politiquement apatride. Après l'assassinat d'Eisner, Munich est secoué par une seconde révolution. Des bolcheviks font un coup d'État pour prendre le pouvoir. C'est la République des conseils. Leurs chefs attendent des soldats, et en particulier du régiment d'Hitler, qu'ils soient loyaux. On élit des hommes de confiance. Hitler se porte candidat. Par 19 voix, il est élu vice-président du Conseil des bataillons. Il se fait le serviteur de ses forces politiques, dont il prétendra un peu plus tard qu'il les avait toujours trahis. Début mai, des troupes envoyées par le gouvernement du Reich vont reconquérir Munich, anéantissant la dictature communiste des conseils. Parmi les fidèles du gouvernement, il y a les fameux corps francs de Werdenfels. 10 jours durant, ces hommes descendus des Alpes bavaroises mènent une campagne de vengeance dans la capitale. Puis ils retournent à Garmisch sous les acclamations de la population. Hitler, l'ancien caporal, est prêt à servir ses nouveaux maîtres et dénigre ses vieux camarades de l'époque des conseils. Au retour des guerriers de Werdenfels à Garmisch, il se montre de nouveau, cette fois-ci sans le brassard rouge et dans les rangs des partisans de droite. Voilà que le hasard va voler au secours d'Hitler. Un ancien supérieur le convoque pour lui confier la responsabilité de la propagande. L'objectif est de provoquer l'agitation parmi les soldats, pour effacer le spectre du bolchevisme. Dans des cours mis en place spécifiquement à cet effet, les propagandistes sont formés à l'idéologie nationaliste. C'est à partir de ce moment-là que les passions d'Hitler se cristallisent et donnent corps à son programme politique. 3 mois plus tard, il rédige son premier écrit politique dirigé contre les Juifs. Durant cette période, il est envoyé à des manifestations politiques pour espionner. Ici, les sociodémocrates à Munich. Le 12 septembre, il est envoyé à une assemblée des radicaux de droite, DAP. Il prend la parole. On le reconnaît. Lui, il a une grande gueule, on peut en avoir besoin. C'est la naissance politique d'Hitler. Ein Volk ist in Aufbruch begriffen. Und wir sind vom Schicksal gesegnet. Bon, nous avions à peu près 15-16 ans et nous écoutions attentivement cet homme. Car sous cet immense chapiteau de cirque, nous étions à l'époque peut-être bien 3000. Mais je ne sais pas s'il y avait autant de gens, car certains entraient, d'autres sortaient. Il n'y a pas de représentation de cirque. Quoi qu'il en soit, il parla environ 3 quarts d'heure, et principalement du traité de Versailles. C'était à l'époque un sujet qui intéressait tout le monde, même les jeunes gens. En moins de 6 mois, la métamorphose est parfaitement réalisée.
Hitler se nomme le tambour et il est comme obsédé par sa nouvelle tâche. Il fonde le Parti national allemand des travailleurs et use de ses talents de démagogue pour attirer dans son parti de plus en plus de militants. Il ne s'agit au début que d'un succès local depuis sa brasserie habituelle. Puis il devient rapidement le porteur d'espoir des forces réactionnaires du Reich. Ce singulier personnage, ce rescapé des tranchées, veut accéder au pouvoir à tout prix. La politique ne constitue pour lui qu'un moyen de parvenir à ses fins. Avec une poignée de fermes opposants à la République, il tente le coup d'État de 1923. Au cours d'une fusillade lancée par la police bavaroise devant le bâtiment des capitaines à Munich, ses rêves de carrière politique prennent fin. Encore une fois, la déchéance sociale le menace. Hitler, en garde à vue, veut se tuer d'une balle. Puis il cherche à se laisser mourir de faim. Pour lui, les dés semblent être jetés. Et pourtant, alors que personne ne s'y attend, il transforme sa défaite en un triomphe. Il utilise la salle du tribunal comme une scène. Le procès le fait connaître dans tout le Reich. Condamné, mais transfiguré, il apparaît comme le héros du jour. Il est conscient de son impact. Désormais, il ne battra plus le tambour pour la cause d'un autre. Désormais, il servira la sienne. À la prison de Landsberg, on traite déjà l'ancien caporal comme un invité de marque. La porte de la cellule n'est pas verrouillée. Des visiteurs entrent et sortent dans un flux régulier. Hitler passe son temps à faire des discours, à rédiger son programme politique. Et déjà, les compagnons de cellule d'Hitler se plaignent d'être dérangés quand il joue aux cartes. Pour le calmer, on suggère à Hitler d'écrire ses mémoires. Jour et nuit, il tape sur sa machine à écrire son manuscrit « Mein Kampf », « Mon combat », la légende du Führer, le guide choisi, est née. Après seulement 9 mois de détention, Hitler est libéré. Il ne manque pas d'argent. À bord d'une Mercedes laquée rouge, il se rend à des manifestations politiques, fait un pèlerinage à Bayreuth et se donne toutes les apparences d'un homme du monde. En fait, il n'a aucun ami, seulement des partisans. Il arrive qu'il permette aux enfants de ses fidèles de l'approcher. Mon jeu préféré, c'était les petits trains. Il se mettait alors à 4 pattes pour me faire un passage souterrain ou un tunnel, et je rampais. Et il produisait les bruitages les plus incroyables. Il avait vraiment des talents de comédien. C'est-à-dire qu'il poursuivait le récit de l'histoire, faisait les bruits de fond, et comme on le sait toujours, chose qu'il n'a pas inventée et que tout le monde sait faire, en imitant le départ d'une locomotive à vapeur. Selon ses propres dires, Hitler se sent à cette époque-là comme un loup solitaire. Il se rend le plus souvent possible à Berchtesgaden et la campagne idyllique l'enchante. C'est ici qu'en 1925, il rencontre Maria Reiter alors qu'il promène son berger allemand. La jeune fille de 16 ans est fascinée par ce politicien d'âge mûr, de 20 ans son aîné. C'est la première histoire d'amour d'Hitler qui souhaite attester par des documents. Sais-tu, Mitserl, ainsi commence une tendre lettre qu'Hitler lui écrit. Chaque fois que j'ai des soucis et des embêtements, je voudrais bien me trouver près de toi et oublier tout le reste. Oui, mon chat, tu ne peux pas t'imaginer ce que tu représentes pour moi, à quel point je t'aime, ton petit loup. Hitler loue ici, sur les hauteurs du mont Obersalzberg, la maison Wahrenfeld. De là, il tient Maria Reiter à distance. Profondément blessée, elle tente de mettre fin à ses jours. Elle sera sauvée in extremis. À Wahrenfeld, c'est la demi-sœur d'Hitler qui prend en main la maison. Elle y vient avec sa fille Jelly, âgée de 17 ans. Jelly sera la deuxième passion de la vie d'Hitler. Dans sa nouvelle maison, sur la place Prinzregentenplatz, Hitler entoure d'attention sa jeune nièce, amoureux comme un petit garçon. Son succès fascine Jelly, mais elle souffre de la jalousie d'Hitler. Son oncle, si célèbre, domine sa vie.
La crise économique mondiale marque pour Hitler le début de son irrésistible ascension. Jour après jour, et à chaque fois dans des lieux différents, il martèle inlassablement son message aux Allemands. Entre deux rassemblements, il prend le temps de se détendre, comme ici lors d'un pique-nique au bord du lac Chiemsee, et sa nièce Jelly est toujours à ses côtés. Et tandis qu'Hitler se livre à des calculs politiques et qu'il construit son succès sur le vote des femmes, Jelly attend à Munich, à l'écart du public, privé de liberté et de bonheur. Cette alternance de proximité et de distance use la jeune fille, alors âgée de 23 ans. Le 31 décembre 1931, Jelly Robal se donne la mort dans l'appartement d'Hitler, situé sur la place Prinzregentenplatz. Hitler est très affecté. Il interrompt sa campagne électorale et retourne à Munich. Après la mort de Jelly, il voue un culte à sa nièce. Il ne touche pas à la chambre de la morte. Elle sera condamnée et lui seul pourra y pénétrer pour se recueillir. Désormais, il sublime la morte. Elle devient l'unique et grand amour de sa vie. L'attention qu'il lui a refusée de son vivant, il la lui offre maintenant dans la mort. Et pourtant, il a déjà une nouvelle passion. De nouveau, une jeune fille de 17 ans, une solide blonde, c'est Eva Braun. Personne ne soupçonne rien encore de la personnalité de cet homme qui sera nommé chancelier du Reich le 30 janvier 1933 et dont la prédilection pour les jeunes filles mineures présente déjà un certain caractère pathologique. Cet homme sans amis et sans bienveillance aucune serait même prêt à marcher sur des cadavres. En privé, ce tribun du peuple manque complètement de charisme. Mais je ne le trouvais pas extraordinaire. Je pensais avoir affaire à un homme d'État. Et en réalité, j'avais l'impression de rencontrer n'importe qui dans le couloir. Il était si banal que je ne ressentais aucun respect particulier. En fait, il était comme tout le monde. Dès le premier jour, le nouveau chancelier affiche ses volontés. Il veut que tout un chacun voue sa vie à la communauté nationale. Pour lui qui mène une vie de solitaire et qui n'est entouré d'aucun ami, l'individu ne vaut rien. C'est sur la terreur que repose sa politique, sur une violence non pas visible, mais implicite. Le vague pressentiment des horreurs qui sont perpétrées derrière ces fils de fer barbelés suffit pour remettre sur le droit chemin les dernières brebis égarées. Sa chienne s'énerva à un moment donné et mordit très légèrement ma mère. Disons plutôt qu'elle l'avait pincée. Et la réaction d'Hitler fut excessive. Il a voulu aller chercher son pistolet et il a dit qu'il allait tuer ce chien sur le champ. C'est ce qui arriva aussi à Ernst Röhm, le chef des sections d'assaut des SA, un intime qui pouvait se flatter de tutoyer Hitler. En 1934, l'image du vieux compagnon de route est proscrite. Und blutiges Zugreifen war vielleicht noch in der Lage, die Ausbreitung der Revolte zu ersticken. Wenn mir jemand einen Vorwurf entgegenhält, weshalb wir nicht die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen, in dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr. Hitler, le maître de la vie et de la mort, est vénéré comme un dieu à la Convention de Nuremberg.
Massée en bloc, la foule rend hommage à son Führer. Le spectacle monumental, organisé géométriquement et uniformément, étouffe la valeur individuelle des gens. La mise en scène assure la distance nécessaire à Hitler, lui qui ne peut supporter une trop grande proximité. Il était vraiment opposé à tout contact corporel. Et tout le monde savait bien aussi que même les médecins rencontraient de grosses difficultés pour le sculpter. Parce qu'il n'aimait pas qu'on le touche. Je crois qu'il a tout au plus mis une fois la main sur le bras de sa voisine. Il ne voulait jamais non plus se faire masser. Il était sur ce point très réticent. Hitler, qui fuyait la compagnie des hommes, ne révélait que peu de choses sur sa vie privée. En 1935, il fait agrandir sa maison de vacances à Berchtesgaden pour en faire une grande ferme montagnarde. Les actualités montrent des cortèges d'adorateurs et de jeunes filles. Un regard dans le monde sacré d'Hitler, loin de toutes les préoccupations terrestres. C'est ici, semble-t-il, qu'il puise des forces pour la suite des événements. Un regard dans le Saint des Saints. Ici, semble-t-il, le maître de maison élabore ses projets les plus secrets. Et soudain, un rideau s'ouvrit et la petite tête d'une femme jeune et sympathique apparut et dit alors « Adolphe, nous devons maintenant aller manger ». Je pensais qu'il était impossible qu'une personne appelle le Führer Adolphe. Qu'est-ce que cela signifiait? Et il répondit « Oui, oui, mon trésor, nous venons tout de suite ». Et après un quart d'heure environ, elle réapparut et dit « Adolphe, vous devez venir maintenant, la soupe va être froide ». Eva Braun avait emménagé dans la ferme montagnarde. Passer de la jeune fille à la femme, aux côtés d'Hitler, fut pour elle un parcours semé d'embûches. De la même manière qu'Hitler avait procédé avec Mitzi Reiter et Jelly Robal, il la rendit soumise. Des visites éclairs, puis une grande période de silence des mois durant. Ce va-et-vient découragea aussi Eva Braun. Désespérée, elle écrit dans son journal en 1935 « Pourquoi me torture-t-il tant? Pourquoi ne met-il pas fin tout de suite à mon existence ?» Et un peu plus tard, « Je me suis résolu à prendre 35 comprimés, ainsi je ne pourrais pas me rater. » C'est la seconde fois qu'elle tente de mettre fin à ses jours. Elle en réchappe comme par miracle. À partir de ce moment-là, Hitler se montre plus conciliant et arrête de la tourmenter. Il l'avait fait venir chez lui dans sa ferme montagnarde. Mais le prix à payer pour elle, c'est une abnégation totale. Eva Braun doit donc rester dans son ombre. C'est la maîtresse secrète qui doit vouvoyer son bien-aimé devant les invités. Au cours d'une promenade, je lui lançai une phrase presque provocatrice. « Mademoiselle Braun, vous êtes la femme la plus enviée d'Allemagne, parce que vous êtes aux côtés d'Adolf Hitler. » Alors elle me répondit « Oh, monsieur Frenz, je ne suis qu'un oiseau dans une cage dorée. » Dans sa ferme montagnarde, Hitler reçoit rarement des personnalités de l'État ou des grands hommes allemands. C'est la famille qui donne le ton. Elle est constituée d'un petit groupe restreint, des secrétaires, des aides de camp, des médecins de famille. Il arrive qu'Albert Speer, l'architecte de cette maison, les salue en passant. Le chef, comme ils l'appellent tous, s'installe à l'écart. Il n'apprécie pas d'avoir de nouvelles têtes dans son entourage et ce sont toujours les mêmes qu'il reçoit. Mais aucun d'eux ne se risquerait à contredire Hitler, et lui-même ne cherche pas non plus le dialogue. Il constitue son premier public. Au petit déjeuner, il prenait toujours la même chose. 2, 3 biscottes, une pomme coupée en petits morceaux et une orange. C'était toujours pareil.
Tout cela accompagné d'un thé à la camomille. Et pour moi, c'était un peu bizarre, car nous voulions varier le petit déjeuner, mais lui, pendant toutes ces années, il a toujours pris la même chose au petit déjeuner. Hitler en privé. Il aime les enfants, car les enfants ne contredisent pas. Pas plus que ceux qui l'entourent, jeunes femmes, familles de remplacement ou chiens. Et au centre de l'espace vide, il y a Hitler lui-même. Jamais de tabac, jamais d'alcool, seulement ces interminables monologues. Il parlait souvent très longtemps, il aimait que les autres se taisent et l'écoutent. Si quelquefois il arrive que l'on discute, Hitler est bien assis au centre de son entourage, mais lointain, l'air absent. La vie d'Hitler est pauvre. Il est toujours entouré, mais intérieurement, il est seul. Il était très poli et aussi très charmant. Il lui arrivait de dire à Madame Christiane « Quelle ravissante boucle d'oreille vous portez là !» Ou bien si elle avait une nouvelle coiffure, les cheveux relevés vers le haut, là aussi, il ne manquait pas de le faire remarquer. Tandis qu'Eva Braun ne cessait de nous dire « Le Führer désire que je porte toujours la même robe et toujours la même coiffure. Si quelque chose lui plaît, si une robe lui plaît, alors il est d'accord pour que je m'en fasse faire des milliers et que je les porte. » En revanche, elle ne devait jamais changer de coiffure ou de couleur de cheveux. Promenade jusqu'au Muschlaner Kopf. Un rituel qu'Hitler pratique jusqu'à la fin de sa vie, même dans les moments les plus difficiles. Il prend toujours le même chemin, 30 minutes à travers forêts et prairies. Hitler devant, accompagné d'un invité, c'est la composante fixe du cortège, puis à une distance convenable, son escorte. Une fois arrivé, on prend le thé avec des gâteaux dans le pavillon creusé dans la roche. Au fil des ans, ce sera toujours le même rituel. Wenn manche sagen, Sie sind ein Phantast, da kann ich ihm nur antworten, Sie Idiot. Wenn ich nie in meinem Leben ein Phantast gewesen wäre, wo wären Sie und wo wären wir heute alle? Ich habe immer an die deutsche Zukunft geglaubt. Sie haben damals gesagt, Sie sind ein Phantast. Ich habe immer an die Auferstehung des Deutschen Reiches geglaubt. Sie sagten immer, Sie sind ein Narr. Ich habe immer geglaubt an die Wiederaufrichtung einer deutschen Macht. Sie sagten immer, ich sei wahnsinnig. Ich habe geglaubt an die Beseitigung unserer Wirtschaftsnot. Sie sagten, das sei eine Utopie. Wer hat nun recht gehabt, der Phantast oder Sie? Ich habe recht gehabt und ich werde auch für die Zukunft recht haben. Après 5 ans de dictature, Hitler est populaire comme jamais il ne l'a été. Son principe, c'est la terreur. Les succès atteints sont manifestes, mais il faut continuer de mettre le peuple au même pas que le Führer. Messieurs, je vais vous dire quelque chose si vous voulez bien me croire. J'ai quelques vieilles paires de bottes. J'ai toujours une dizaine de paires identiques. En tant que chef de l'État et en tant que Führer de la nation allemande, je dois toujours avoir le même aspect et je dois rester comme je suis. Déjà, les pharaons, en leur temps, apparaissaient toujours avec leur masque en or pour être tous semblables. Et c'est absolument nécessaire. Je ne peux rien y changer. Même ces goûts artistiques seront imposés à la population. Il s'occupe lui-même de la dernière sélection avant toute exposition d'un artiste allemand. Tout est uniforme dans le pays. Les tableaux, parfois peints avec virtuosité, semblent cependant sans âme. Les gens sont tous fondus dans le même moule. Le pays est en liesse, et pourtant il est le reflet de la monotonie de son Führer. Hitler encourage l'art qui lui plaît et pourchasse ce qui lui est étranger. Il approche de son but politique ultime. C'est dans sa maison des Alpes qu'il va mettre sur pied la guerre. Aucun signe extérieur ne laisse supposer ce que trame Adolf Hitler. C'est le calme avant la tempête. Un an auparavant, je l'avais vu lire le journal avec sa grande loupe.
Et il portait aussi des lunettes dorées, mais Hitler refusait d'être vu et photographié avec. Il était donc en train de lire, et soudain, Ribbentrop lui lança « Mon Führer, nous allons bientôt devoir nous battre ». Et là, j'ai cru qu'Hitler allait le dévorer. Hitler a répondu à Ribbentrop « Non, pas maintenant, pas encore ». 20 avril 1939, anniversaire du Führer. Pour Hitler, qui vient de fêter ses 50 ans, le temps est compté. Ça presse. Je préfère, confie-t-il, faire la guerre à 50 ans qu'à 55 ou 60. Son horloge interne lui dicte l'heure du conflit qui entraînera les Allemands dans la décadence. Il s'ensuit la plus grande parade militaire que l'Allemagne ait jamais vue. 4 heures durant, on assiste à un gigantesque spectacle militaire. 5 mois plus tard, Hitler frappe fort. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Il était assis au bord de la fenêtre et de là, il pouvait regarder la Wilhelmstrasse. L'armée entrait en ville et je me tenais à 1 mètre derrière lui. Et j'ai pu voir les régiments de la Grande Allemagne qui défilaient dans la Wilhelmstrasse, seulement pour lui montrer qu'ils étaient là. Et une fois que le dernier homme fut passé, il se leva et dit « Maintenant, ça va déferler, et même moi, je ne peux plus arrêter cette vague. » La campagne dure 2 semaines. Puis Hitler retourne chez lui sur le mont Obersalzberg. C'est le temps des victoires éclairs, en Pologne, au Danemark, aux Pays-Bas et enfin en France. Dans un entretien privé, un document unique, enregistré à son insu par les services secrets finlandais, Hitler donne aussi son avis sur la France. Hätte ich im Jahre 39 Frankreich erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So musste ich bis zum 1940 warten und das ging leider vor Mai, der 10. Mai war der erste schöne Tag. Am 10. Mai habe ich sofort angegriffen. Noch während der Kämpfe um Dünkirchen begab sich der Führer vom Hauptquartier aus an die Front zu seinen Soldaten. Er besucht die Schlachtfelder, auf denen er selbst im Weltkrieg als Soldat gekämpft hat. C'est pour lui la revanche sur une défaite qu'il n'a jamais digérée. C'est le rêve illusoire de pouvoir recommencer là où l'on s'est arrêté en 1918. C'est ici, dans la forêt de Compiègne, que l'armistice a été signé dans un wagon. Pour Hitler, c'est le diktat de l'infamie. Auf Befehl des Führers werden der große Gedenkstein und die Wagenhalle, in welcher der Salonwagen des Marschall Foch untergebracht war, gesprengt. Festival de la guerre. L'arrivée à Bayreuth. Hitler est au zénith de son pouvoir. Frau Winifred Wagner, die Hüterin des Erbes von Bayreuth, und Reichsleiter Dr. Ley empfangen den Führer am Portal des Festspielhauses. Représentation de l'opéra de Wagner, Les Nibelungen. Son public est là, fidèle. Il croit se reconnaître dans les héros de Wagner, dans Rienzi, dans le tribun du peuple, et dans Siegfried, le combattant des forces obscures. Il a encore une dette qu'il veut régler depuis 20 ans. C'est la guerre qu'il a toujours souhaitée. Une guerre d'extermination pour reconquérir l'espace vital à l'Est.
Au moment de la guerre contre la Russie, il est allé se coucher tout à fait tranquillement, comme s'il avait déjà atteint ses objectifs. Jusqu'à présent, il avait toujours attendu les communiqués à la radio jusqu'au petit matin pour être sûr que le peuple allemand était informé de ses desseins. Mais cette fois-ci, il est parti, aussitôt. Dans la nuit, nous devions charger nos bagages dans le train spécial. J'étais encore en service. Dans le wagon qui lui était réservé, Hitler, qui était très fatigué, s'endormit. Et à l'aube, il était debout devant moi. Il me réveilla et me dit en souriant, « Vérifie vite où nous sommes maintenant. » Alors je regarde à l'extérieur et lui dis, « Mon Führer, nous sommes à Poznan. » Entre-temps, Albert Bormann, le frère de Bormann, nous a rejoints. Et le Führer a dit, « Maintenant, nous allons faire plier les Russes. » Im Führerhauptquartier. Der Führer bei einem Morgenspaziergang. Dans un premier temps, la Wehrmacht d'Hitler réussit à franchir tous les obstacles. Ses troupes semblent s'avancer irrésistiblement loin vers l'intérieur du territoire de la Russie. Hitler se plaît déjà à rêver de l'après-guerre, de l'avenir de la Prusse orientale. Il laisse entendre qu'il veut prendre sa retraite à Linz pour se remettre de tout le mal qu'il s'est donné dans ce combat pour l'espace vital. Mais cette fois-ci, Hitler s'est trompé de calcul. En Russie, la marche est stoppée net par la boue. L'hiver réduit à néant l'illusion d'une victoire éclair. Pendant 9 années, Hitler a tout misé sur une seule carte et a tout perdu. Il se renferme comme autrefois chez lui. Entêté, il se refuse à la réalité. Ce n'est pas lui qui a échoué, c'est le peuple. Dès lors, sa folie de l'extermination ne s'arrêtera plus. Mot pour mot, il a dit, tant que des jours durant, tant que quotidiennement des soldats allemands verseront leur sang et risqueront leur vie pour que la peste bolchevique ne s'abatte pas sur notre culture et sur l'Europe, les Juifs, et là il emploie une expression que je préfère ne pas citer, n'auront pas non plus la belle vie. La conséquence de ce discours porte un nom, c'est le génocide en masse, selon un plan qu'un proche d'Hitler nomme sans mâcher ses mots. So ist es bei uns. Sie sind bei uns nur noch Wracks. Wir haben die Judenfrage praktisch gelöst. Der Jude ist die große Gefahr der Menschheit. Und wenn es uns nicht gelingt, ihn auszurotten, dann haben wir den Krieg verloren. Man muss sie vernichten, man muss sie ausrotten. Sie haben die Menschheit angelehrt. Les fabriques à faire des morts se trouvent en Pologne. Hitler est loin de tout ce qui se passe là-bas, il ne les a jamais vus. Et à en croire aussi les bureaucrates des camps, ils n'ont jamais mis les pieds sur les lieux des crimes. L'homme privé ne veut pas qu'on parle de ses crimes, et surtout pas à la maison. En Hollande, j'ai vu comment on internait les femmes juives dans un camp. J'ai aussi rencontré des officiers allemands qui me dirent alors « Si tu retournes auprès d'Hitler, dis-lui que c'est de la folie ce qu'il fait là. Les Hollandais sont devenus nos ennemis. C'est atroce d'enfermer des gens comme cela. » J'ignorais alors tout cela et j'étais effarée. À mon retour, je racontais à Hitler que j'avais vu des choses abominables en Hollande, que les soldats allemands avaient honte là-bas. Nous nous sommes alors violemment disputés. Le Führer s'est levé et a dit « De telles réactions, c'est du sentimentalisme excessif. Ne vous mêlez pas des choses auxquelles vous ne comprenez rien. » Puis il s'est retiré et a interrompu sa soirée. Et à partir de ce moment-là, Madame von Schirach n'a plus jamais été invitée à la ferme montagnarde. Anniversaire du Führer, avril 1942.
Entouré de ses plus fidèles partisans, il manifeste très ostensiblement son optimisme quant à ses prochaines victoires. Il a des gestes paternels à l'égard des enfants. D'un côté les simulacres, de l'autre la réalité. Hitler s'étourdit dans d'interminables monologues. Ses auditeurs à Woltschanze ou bien à la ferme montagnarde connaissent à l'avance ses maximes. Il en est une qu'il inculque à sa famille de remplacement, composée de secrétaires et d'aides de camp. Un peuple ne s'éteint pas à force de perdre des hommes, mais seulement quand il vient à manquer de femmes. Il se rend de plus en plus souvent sur le mont Obersalzberg. Le monde autour de lui s'effondre de toutes parts, mais dans sa ferme montagnarde, il respecte toujours le même rituel. Promenade jusqu'au Muslanerkopf, puis les habituelles platitudes sur Berlin. C'est regrettable ce qui se passe à Berlin, dit-il, mais cela épargne à des milliers d'hommes la peine de devoir partir d'eux-mêmes pour bâtir Germania, la capitale mondiale. Hitler dépérit. Très malade et ressemblant à un vieillard, il évite tout contact avec le monde extérieur. En aucun cas, il ne veut voir ce qu'il a causé. Il continue de rêver de projets de construction gigantesques. Sur ses ordres, l'architecte dessine les plans des portes de la victoire, des lieux à sa gloire et des temples mortuaires de son nouveau monde. Ce ne sont là que des projets chimériques pour une capitale dévastée. Elle finit par se trouver dans la ligne de mire des chars soviétiques. Hitler s'est enterré dans son bunker. Il ne risque que très rarement une sortie au grand jour. Derniers enregistrements. Les tremblements du Führer sont censurés. Les actualités coupent et reprennent un peu plus loin. Der Führer empfängt in seinem Hauptquartier den Reichsjugendführer Axmann mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders bewährt haben und dafür mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden. J'étais alors effrayé. Son corps était vivant, mais son âme était morte. C'était un homme complètement perdu. Il était détruit. C'était la fin. Il était pratiquement mort déjà. La veille de sa mort, il fait de sa maîtresse cachée, Eva Braun, sa femme officielle. Dans les catacombes, sous la chancellerie détruite du Reich, le couple se donne la mort en même temps, dans l'après-midi du 30 avril. Jamais un homme n'a été autant vénéré et autant maudit que lui au cours d'une seule décennie. À sa mort, sa folie le suit dans la tombe et reste un sujet d'effroi autant que de moquerie.